Et au fait, finalement, avec cette fille, vous continuez à vous voir? Ah, pardon, t'es là. Ouais, vite fait. Enfin, si, je veux dire, on continue à se voir, mais c'est moi, je suis un peu distant. Bon, elle aussi, du coup, et puis bah, ça fait pas un truc très passionnel quand même. Parce qu'attention, et j'ai pas l'air comme ça, mais je suis un grand romantique, moi. Mais pourquoi t'es distant? Bah, déjà, il y a son petit surpoids. On en a déjà parlé la dernière fois, mais il est toujours là. Bon, il se trouve que si j'ai le malheur de lui faire la remarque, tout de suite, elle se vexe. Au début aussi, elle me collait un peu, mais bon, ça, elle a arrêté du coup. Mais elle m'appelle beaucoup. Ça, c'est plutôt bien, mais je suis pas toujours disponible pour elle, quoi. Et elle aime pas le foot. Ah ouais, on sent bien le romantisme, en effet. Non, mais tu vois ce que je veux dire. J'y peux rien si je suis comme ça. Je vais pas me forcer à être quelqu'un d'autre. Attends, une relation, ça implique un choix de partenaire, de l'attachement, l'entretien d'une flamme, et tout ça, c'est un subtil mélange entre ton parcours de vie et ta génétique. Il y a des choses qui seront plus ou moins faciles pour toi si tu veux construire une relation. Ah ouais, je me rappelle. Genre, génétiquement, je suis plutôt un mec distant en couple, par exemple. Ça veut pas dire que je peux pas me forcer à être moins distant, c'est juste que ça me demande plus d'efforts. Non, mais c'est bon. C'est juste que j'ai pas trop envie de faire d'efforts, en fait, c'est tout. Alors oui, mais non. Le romantisme et la passion ne sont pas déterminés génétiquement. En revanche, ta capacité à te satisfaire de ce que tu as, oui, un peu. Je te fais un petit topo là-dessus? À toi, tu fais ce que tu veux. Et moi, je veux pas me forcer à changer. Alors ta capacité d'attachement remonte à ta petite enfance et à ta relation avec tes parents. Ha! Dans le genre cliché de psy, t'es bon, toi. Oui, parlez-moi de votre mère. Bon, en l'occurrence, c'est important. Ce qui conditionne l'attachement d'un enfant, c'est à la fois le développement de sa capacité à aller découvrir et explorer le monde, et en même temps l'assurance qu'en cas de danger, il pourra revenir se mettre à l'abri au foyer parental. Une surprotection risque de créer un enfant angoissé qui se méfiera de tout, et une absence de soutien en cas de souci va pousser l'enfant à créer ses propres mécanismes de protection face au monde qui l'entoure. En gros. Ouais, bon, ça paraît logique en effet. Et ça, c'est génétique? Il y a des gens, enfin des bébés qui s'attachent plus ou moins bien, c'est ça? Ta capacité d'attachement, ça se développe avec la personne qui a su répondre à tes besoins de sécurité et d'exploration. Que cette personne soit un parent direct ou adoptif, ou une nounou, une grand-mère, etc. C'est un peu une question de survie pour toi. Du coup, ça serait plutôt un acquis de l'évolution, et en fait la génétique impacte peu tes capacités d'attachement. Même les études sur des personnes qui ont des troubles, comme l'anxiété de séparation, montrent peu, voire pas d'effet génétique. Ouais, non mais je vais lui dire ça, ouais. Désolé d'être un peu distant, mais c'est la faute à maman. Ça me paraît bien. Bon, après, il n'y a pas que l'attachement dans une relation. La première étude qui s'intéresse au type de relation amoureuse qu'on choisit date de 1994. Ils ont étudié 6 différents types de relations, le type Eros, Ludus, Trojet, Pragma, Mania et Agapé. Plaît-il? Ça a l'air marrant ton truc en tout cas. Bon, il y a l'Eros qui est l'amour physique et passionnel. C'est quand les personnes ont leur idée d'une beauté idéale et recherchent leur partenaire plutôt en fonction de l'attraction qu'ils ressentent envers lui ou elle. Le Ludus, c'est l'amour ludique. Ici, la notion d'engagement est plus vague, disons. Il n'y a pas trop de place pour la jalousie et les relations sont souvent multiples et à court terme. Le Strojet, c'est l'amour familial, plutôt basé sur l'affection et la bonne compagnie. Ça se développe lentement, avec relativement peu de passion, mais une volonté d'engagement sur le long terme. La Mania, là, c'est donc l'amour maniaque, ou disons impulsif. Obsessif, jaloux et émotionnel et un besoin compulsif d'être rassuré qu'on est aimé. Le Pragma, c'est l'amour éternel et durable. C'est un peu le match parfait si tu veux. 2 personnalités compatibles en termes d'éducation, vocation, religion, âge et encore plein d'autres critères. Et enfin l'Agapé, c'est l'amour désintéressé sans attente de réciprocité. Doux, soucieux de l'autre et guidé par la raison plus que par l'émotion. Ah, mais c'est trop toi celui-là. Raison, graphique, courbe, calcul. Et tu me laisses le questionnaire en description pour cet été sur la plage? Je t'ai même fait un petit fichier Excel en français ou en anglais, t'as plus qu'à remplir. En fait, chacun de ces types d'amour peut être considéré comme une idéologie justifiant une condition sociale. L'idéologie Agapé, que tu m'attribues, est devenue le style d'amour officiel de l'Église catholique à partir du IVe siècle environ. Ça permettait de décrire une certaine vision du mariage, des pratiques religieuses et même du comportement économique. Ah ouais, alors non, oublie. La prévalence d'une idéologie sur une autre au cours de l'histoire nécessite des explications socio-historiques qui sont bien trop éloignées de mes compétences. Donc revenons à notre étude si tu veux bien. On a fait des groupes de gens ayant tel ou tel type de relation chez 890 jumeaux de 20 à 50 ans. Et la corrélation moyenne entre tous les types d'amour était de 0,26 pour les vrais jumeaux et 0,25 pour les faux jumeaux.
Si tu te rappelles plus trop de cette histoire de corrélation entre vrais et faux jumeaux, on en avait déjà parlé dans cet épisode. Mais là, autant dire qu'il n'y avait pas de différence entre les jumeaux identiques génétiquement ou pas identiques. Par contre, la corrélation entre les partenaires des jumeaux était de 0,20. C'est pas foufou, mais c'est significatif. Et ça montre que les jumeaux ont tendance à choisir des partenaires qui se ressemblent. Ici, on n'a donc pas d'effet génétique, mais un effet significatif de l'environnement partagé. Et c'est pareil pour l'attachement d'ailleurs. Attends, pourquoi tu parles d'environnement partagé là? C'était pas ça avant. C'était... Attends. Oui, bon, je sais plus ce que c'était parce que je prends pas de notes. Mais je suis sûr que t'as jamais parlé de ça. Ah oui. Ah, j'avais bien. Il va falloir qu'on aille un peu plus loin que juste l'effet environnement en général. Quand on étudie des jumeaux, on a vu qu'ils pouvaient être plus ou moins similaires génétiquement suivant si ce sont de vrais jumeaux ou de faux jumeaux, et que leur environnement partagé, c'est-à-dire leur style de vie, au sein de leur famille, comme leur régime alimentaire, est-ce qu'ils sont poussés à faire du sport ou à étudier par exemple, influait aussi sur la qualité de la corrélation. Mais ça, ce sera différent d'une famille à l'autre. Maintenant, plus ils vont grandir, plus ils vont développer un environnement qui leur sera propre. Ils auront leurs amis, leurs relations amoureuses, leurs hobbies. Ça, c'est l'environnement non partagé. Cet environnement peut impacter nos gènes et nos gènes peuvent impacter cet environnement. Oui, alors là, c'est du n'importe quoi. Attends, tes gènes qui impactent l'environnement? Je vois même pas un début d'explication possible. Bon, on a déjà parlé brièvement de l'interaction génotype-environnement, qui est la manière dont tes gènes répondent à ton environnement. Par exemple, un divorce, c'est bien quelque c'était marrant la première fois, mais là, il faut arrêter avec cet effet sonore. Ouais, non, t'as raison, moi aussi ça m'énerve. Donc un divorce, c'est bien de l'environnement partagé, auquel les deux enfants vont devoir faire face. Par contre, si ce sont des faux jumeaux, leur manière de vivre ça pourra être très différente suivant leur prédisposition au stress ou à l'anxiété. Ça, c'est l'interaction GE. Mais l'enfant le plus sensible à la nouvelle recevra peut-être plus d'attention de ses parents pour être consolé parce qu'ils verront qu'il va pas bien. Et ça, c'est de la corrélation génotype-environnement. C'est la manière dont tes gènes vont influencer ton environnement. Donc pour un même événement de l'environnement partagé, ici le divorce, la réponse des enfants sera différente, qui engendrera une modification de leur environnement non partagé. Ouais, je trouve que t'intellectualises vachement le truc pour dire des choses quand même assez simples. Bon, moi je t'explique comment on étudie le problème. Et pour bien étudier quelque chose, il faut d'abord bien le définir. L'intuition, l'empathie et le soutien, c'est important aussi, mais à la maison ou au café, pas dans un labo de recherche. Bon, mais la dernière fois c'était clair, là tu m'as embrouillé, je suis plus sûr de rien maintenant. Du coup, on peut pas savoir, c'est ça? Il y a trop de trucs qui s'influencent les uns les autres et c'est la merde. Moi je trouve que ça simplifie au contraire. Dans un contexte donné, celui de l'étude, on a un effet génétique qu'on peut mesurer avec l'héritabilité, un effet d'environnement partagé et un effet d'environnement non partagé, qu'on peut calculer simplement d'ailleurs. C'est juste 1 moins la corrélation entre les jumeaux monozygotes. Je peux te faire la démonstration si tu veux. Ouais, non, ça ira, je te fais confiance. Non, mais c'est pas difficile et c'est un joli résultat. Non, mais non, je te dis, c'est mort. Tu vas encore me faire fumer des oreilles ou quoi? C'est bon, continue. Bon, si tu veux. Intuitivement, des vrais jumeaux qui ont été élevés ensemble ont à la fois le même code génétique et le même environnement partagé, ou familial si tu veux. Donc la seule chose qui les différencie, c'est l'environnement non partagé, sinon la corrélation vaudrait 1. Bon, et on avait parlé la dernière fois d'une méthode pour calculer l'héritabilité, et bon, l'environnement partagé, ça se déduit de 2 autres, car la somme de tout ça vaut 1. Garde en tête que les chercheurs utilisent des modèles bien plus futés que ça, hein. Là, c'est pour te montrer. Il nous reste l'interaction et la corrélation GE, et ça peut s'étudier avec des jumeaux qui ont été adoptés par exemple, mais on va pas rentrer là-dedans aujourd'hui. Bon, ok, mais tu m'as un peu perdu avec ton histoire d'environnement partagé, pas partagé. Tu en venir où avec ça? Et c'est quoi le rapport avec ma meuf? Bon, on a vu que plus les jumeaux grandissent, plus leur environnement non partagé prend le pas sur leur environnement partagé. Donc, dans notre cas précis, on pourrait parler d'éducation familiale pour l'environnement partagé et d'expérience personnelle de vie pour l'environnement non partagé. Du coup, en ce qui concerne tes capacités d'attachement et tes choix de relations amoureuses, c'est plutôt la manière dont tu as été élevé et tes expériences de vie qui peuvent expliquer pourquoi aujourd'hui tu te sens détaché et tu choisis des partenaires en fonction de leur poids. Mais pas trop tes gènes. Oui, en fait, tu me dis d'aller consulter, c'est ça? Si tu veux explorer plus tes expériences personnelles en ce qui concerne l'attachement et le choix de tes relations, oui, bien sûr. C'est toujours très intéressant de se connaître soi-même. En ce qui concerne la qualité de tes relations, par contre, la génétique joue un peu plus. Il y a plusieurs études sur le domaine, mais j'aime bien celle de 2006, que je te laisse en description d'ailleurs, et qui s'intéresse à environ 1800 paires de jumeaux de 30 à 40 ans et qui viennent majoritairement de la côte est des États-Unis. Chaque jumeau, homme ou femme, est en couple avec quelqu'un, et ils ont étudié la tendance au conflit ou à la bonne entente au sein du couple.
Et puis si cette tendance est la même ou pas chez les deux jumeaux. Il devait répondre à un questionnaire pour juger de la tendance au conflit, avec des questions comme à quel point il ou elle vous critique, ou critique ce que vous faites, ou encore à quelle fréquence vous disputez-vous. Mais aussi des questions pour juger de la bonne entente, comme à quel point il ou elle vous fait sentir être aimé, ou à quel point est-il ou elle disponible pour vous écouter parler de vos inquiétudes ou de vos problèmes. Tu me mets le questionnaire en description aussi? Bon, je te mets l'article, toutes les questions sont dedans. Bref, deux résultats intéressants. Chez les hommes comme chez les femmes, la part de génétique qui contrôle la tendance à la bonne entente ou au conflit est de 14 à 32%. Du coup, c'est pas tellement. Pas tellement, mais c'est significatif et bien répétable au fil des études. Et vu qu'il n'y avait pas d'effet d'environnement partagé, ça veut aussi dire que 68 à 86% s'expliquent par de l'environnement non partagé, en l'occurrence par la relation spécifique avec ce ou cette partenaire-là. L'autre résultat que je trouve curieux, c'est qu'il semblerait que ce soit les mêmes gènes qui contrôlent le conflit et la bonne entente chez les hommes, mais pas chez les femmes. Trop cool! Les femmes ont des gènes de conflit, ça veut dire? Des gènes de casse. Hop. Tu t'emballes un peu là, monsieur le romantique. Ici, on ne juge pas d'un caractère différent entre hommes et femmes, c'est juste la manière dont il est créé. D'ailleurs, il n'y avait pas plus de différence au conflit chez les hommes que chez les femmes dans cette étude. Et puis enfin, c'est juste une étude. Il faut répliquer, confirmer ou infirmer que les gènes qui sous-tendent tout ça sont les mêmes ou pas entre hommes et femmes. Ouais, parce qu'en fait, t'es un peu parti dans ton délire là, mais t'as pas expliqué comment ils ont trouvé ça, les coups des gènes communs, pas communs. Ouais, on en parlera quand on abordera les analyses multivariées. En attendant, retiens qu'il y a des gens avec une certaine propension à être de bonne compagnie ou à chercher le conflit, et un effet significatif de l'environnement non partagé. C'est-à-dire que tu as un tempérament de base qui va entrer plus ou moins en synergie ou en antagonisme avec la personne qui partage ta vie. Ouais, bon, tu utilises des mots compliqués pour te la péter en fait. C'est d'une banalité affligeante ton truc. En gros, on a une certaine personnalité qui colle plus ou moins bien avec son ou sa partenaire. Super! J'ai appris un truc là, monsieur environnement partagé. C'est ce que je te disais au début, je vais pas me forcer à changer pour quelqu'un. Bon, qu'on soit clair, te forcer à changer ou forcer l'autre à changer, comme perdre du poids par exemple, c'est jamais une bonne idée. Laisse-moi te résumer tout ça pour pas tout mélanger quand même. Un caractère est contrôlé par une part plus ou moins grande de génétique et d'interaction avec son environnement. Cette interaction peut être liée à des facteurs spécifiques à chaque famille, comme le comportement de tes proches avec toi par exemple. Disons ton éducation familiale. Et c'est ce qu'on appelle l'environnement partagé. Mais tu te construiras ton propre cercle d'amis, relations amoureuses, tes collègues, disons tes expériences personnelles de vie, et ça, c'est l'environnement non partagé. Certaines expériences n'appartiennent qu'à toi, et d'autres sont communes et plus ou moins exclusives avec chacun de tes proches. Chaque personne a une manière différente de ressentir le monde qui l'entoure, et c'est ce qu'on appelle l'interaction génotype-environnement. C'est un peu ton émotivité ou ton impulsivité. Mais chacun a une manière de réagir et de répondre au monde qui l'entoure pour le faire changer. Et c'est ce qu'on appelle la corrélation génotype-environnement. Là, ce sont plutôt tes réactions comportementales. L'attachement et le choix des relations ne sont pas contrôlés génétiquement et dépendent de ton éducation et de ta propre trajectoire de vie. Bon, ça enlève rien au fait que maintenant t'es comme ça, mais t'es pas né comme ça. Et pour explorer plus cet aspect de ta personnalité, c'est avec un psy qu'il faut en parler. Par contre, la qualité ressentie de la relation, elle, dépend plus de tes gènes et beaucoup de l'interaction avec la personne que tu auras choisie pour partager ta vie. Cette personne va influencer ton comportement interaction GE et ton comportement va influencer cette personne corrélation GE. En l'occurrence, avec cette fille, si tu te sens distant, c'est peut-être parce que cette personne ne provoque pas grand-chose chez toi, en ce moment du moins. Et en retour, ton comportement distant ne provoque pas beaucoup d'émotions chez elle non plus. Cela dit, je t'invite à réfléchir sur ce qui t'a plu chez elle initialement. Qu'est-ce qui t'a poussé vers elle, sachant que ces raisons sont à chercher du côté de tes expériences personnelles de vie. Voilà, une vidéo un petit peu plus difficile à écrire que la précédente parce qu'elle a fait appel à plusieurs concepts en génétique et en psychologie, mais c'était quand même super intéressant à creuser comme sujet. J'espère qu'elle vous a plu et puis aussi que le rythme global s'améliore. Petit erratum sur la dernière vidéo, on m'a fait remarquer que les pentes de régression entre vrais et faux jumeaux que j'avais simulées pour cette figure devraient être légèrement différentes, celles des faux jumeaux étant un petit peu plus plates. Par ailleurs, j'ai aussi quelques remarques sur Monsieur Kéké qui avait tendance à associer un peu trop faible poids et beauté. J'espère qu'à l'avenir, le professeur ne laissera plus passer ce genre de commentaires sans donner un petit peu plus de nuances. Mais attendez-vous quand même à ce que le Kéké continue à avoir ce genre de propos
Sans gêne. Oui, parce que c'est le nom de la chaîne en fait. Sans gêne. Bon, abonnez-vous, c'est gratuit, il faut juste cliquer sur le bouton en bas. La dernière fois, vous avez été pas mal à regarder, mais relativement peu à vous abonner à la chaîne, donc si vous estimez que ça vaut le coup, allez-y. Des likes sur YouTube plutôt que sur Facebook, mais pareil si vous trouvez ça bien. Partagez la vidéo avec ceux qui se posent des questions relationnelles, et puis à la prochaine.